Bonjour, l'objet de cette présentation est de vous montrer comment faire un calcul avec Castem sur un exemple simple et de vous donner quelques éléments de JBean. Pour cela, je commence par ouvrir une invite de commande et en placer dans le répertoire démo qui se situe sur le bureau. Puis je tape Castem 18 et le programme se lance. Comme vous pouvez le voir, l'interface graphique est relativement sommaire, mais vous pourrez constater par vous-même que son utilisation est relativement interactive et conviviale. Je vous propose de calculer la flexion simple d'une poutre en 3 dimensions. Pour cela, je commence par fixer quelques options générales de calcul. Option, dimension 3, éléments cube 8 par défaut, qui sont des éléments linéaires à 8 nœuds. Alors je vais devoir d'abord réaliser un maillage. Pour cela, je commence par construire une ligne L1 qui part du point origine, puis qui va au point de coordonnées 0,03 sur l'axe des Y, et je mets 3 éléments. On construit ensuite la surface S1 en translatant cette ligne L1 selon l'axe Z. Je mets 10 éléments. Enfin, je construis le volume V1 en translatant cette surface S1 selon l'axe X, et je mets 50 éléments. On peut visualiser le maillage V1 ainsi réalisé grâce à l'opérateur tracé. On rajoute un titre au tracé. Poutre. L'option cache permet de distinguer les parties vues des parties cachées. Donc si on clique sur qualification, on voit que les parties nommées sont affichées. On peut également afficher les numéros de nœuds, les numéros d'éléments. On peut zoomer et revenir. Alors avant de poursuivre, quelques mots sur le langage JBean. En JBean, il y a deux types d'instructions. Des instructions qui ne renvoient pas de résultats, qu'on appelle directives, comme la directive option ou la directive tracé, et des instructions qui renvoient un résultat, qui sont produites par des opérateurs comme droit, translaté ou volume translaté. Les résultats sont librement nommés par l'utilisateur, il est tout de même limité à 8 caractères. Maintenant que nous avons défini un maillage, il faut lui attribuer une physique. Pour cela, nous allons construire un objet modèle. Moins, avec l'opérateur modéliser, qui va s'appuyer sur le maillage V1, auquel je vais attribuer un comportement mécanique élastique isotrope. Ensuite, on définit les propriétés matérielles de ce milieu grâce à l'opérateur matériaux qui s'appuie sur le modèle Mo1, et puis on va fournir le module Young, 30 GPa, et le coefficient de Poisson, ce qui correspond à un béton ordinaire. On peut tracer ce champ de matériaux, et on voit que la composante Newton et sa valeur sont fournies, et puis ainsi que le coefficient de Poisson. Alors ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour lorsque les propriétés sont uniformes, mais pour un matériau dépendant de la température interpolé sur un champ de température non uniforme, ça permet de visualiser le champ de valeur ainsi obtenu. Alors maintenant que nous avons défini un milieu matériel, on doit fournir des conditions limites et un charlement. Alors je vous propose tout d'abord de bloquer les déplacements de la surface S1 à une extrémité de la poutre. Puis nous allons appliquer un effort vertical vers le bas à l'autre extrémité de la poutre. Nous n'avons pas construit les points du maillage de l'autre extrémité, donc nous allons le faire maintenant. Donc les points PTX1, je les obtiens en construisant un champ de coordonnées sur le maillage dans la direction 1, et puis je prends tous les points qui sont à la coordonnée maximale. Alors je vais vérifier que ces points PTX1 correspondent bien à ce que je veux. Alors je trace les points PTX1 coloriés en rouge avec les arêtes du maillage V1, et on peut voir qu'effectivement les points PTX1 correspondent bien à l'extrémité de la poutre à laquelle je souhaite appliquer un chargement. On peut également tracer la surface S1 pour s'assurer qu'on n'a vraiment pas fait d'erreur. Alors sur ces points, je vais appliquer une force, avec l'opérateur force, et d'une intensité de moins 1000 newtons,
ce qui correspond à peu près à une charge de 100 kg. De même, on peut tracer les vecteurs associés à ce champ de force, qu'on va colorier en vert, et puis sur le maillage des arêtes du volume V1. L'amplification des flèches du vecteur est calculée automatiquement par le programme, mais elle pourrait être changée au besoin. Maintenant que nous avons défini un milieu matériel, ses propriétés, conditions limitant le chargement, on peut résoudre le problème. Pour cela, on va construire la matrice de rigidité associée à ce milieu avec l'opérateur rigidité. Puis on lui ajoute la rigidité associée au blocage mécanique, ce qui revient à imposer une rigidité infinie dans ces points. Enfin, on résout le système KU égale F. Voilà. On peut immédiatement tracer le champ de déplacement U1 obtenu, solution du problème. Alors si on regarde la composante UZ, on s'aperçoit qu'à l'extrémité où la force a été appliquée, on a une déflexion vers le bas, alors qu'à l'autre extrémité, où il y a l'encastrement, le déplacement UZ est nul. Alors on peut également tracer la déformée associée à ce champ de déplacement. Pour cela, on construit une déformée. Alors d'abord d'amplification nulle sur les arêtes du maillage V1. Donc, on met une amplification nulle et puis on lui attribue une couleur blanche, sans oublier le signe égal. Puis une déformée, donc on va tracer en rouge sur l'ensemble du maillage V1. Puis on appelle défunt et on laisse le programme choisir, calculer l'amplification. Donc on trace ces deux déformés et on voit s'afficher en ligne blanche les arêtes de la poutre non déformée et en rouge le maillage de la poutre déformée associé au calcul. L'amplification est donnée en légende. Alors, on peut distinguer les parties vues des parties cachées avec l'option cache. On peut également calculer la contrainte associée à cette solution avec l'opérateur sigma. Nom de l'opérateur choisi parce qu'on utilise la lettre grecque sigma pour désigner les contraintes en mécanique des structures. Donc cet opérateur va dériver le champ de déplacement pour obtenir la déformation et ensuite appliquer la loi de l'élasticité pour avoir la contrainte. Bon, il y a une erreur, c'est pas dep1 mais c'est U1 pour le champ de déplacement, notre champ solution. Donc on peut ensuite afficher ce champ de contrainte. Donc on voit que par défaut l'opérateur tracé post-traite la contrainte de von Mises. Si on lui fait afficher la contrainte SMXX, c'est-à-dire sigma XX, on peut voir que la partie supérieure est en tension, valeur positive, et la partie inférieure en compression, valeur négative. Enfin, on peut aussi extraire la composante du champ U1 et faire afficher sa valeur minimum, ce qui correspond à la flèche de la poutre. On voit que sa valeur est de moins 4,39 pratiquement millimètres, si on a exprimé nos dimensions en mètres. Alors intéressons-nous à cette directive listée. En fait, dans Castem, le résultat produit à chaque instruction peut être listé. Par exemple, on peut lister la ligne de maillage L1 qu'on a construit au début de cet exemple. Et si on fait ça, on voit que cette ligne est constituée d'éléments seg2, donc des segmas de nœuds, et puis on nous donne la liste des connectivités entre les nœuds. On peut lister le modèle, on voit que c'est un objet de type modèle, puis on fournit un certain nombre d'informations sur ce modèle. On peut lister le champ de matériaux, donc on voit que c'est un objet de type mChamLM, c'est un nom un peu compliqué pour dire champ par élément. On nous donne le nom des composantes et leur valeur. Et puis on peut aussi lister le champ de déplacement solution, U1, avec l'option résumé, parce que ce champ contient beaucoup de valeurs, et donc je demande à lister, la directive list, de n'afficher que les premières valeurs de chaque composante, ce qu'on voit ici. Donc grâce à la directive list, on peut vérifier le résultat produit à chaque instruction d'un Castem, et ainsi détecter les anomalies
au moment où elles sont produites. Vous aurez aussi remarqué dans ces affichages qu'il est question d'objets. Effectivement, les résultats produits dans Castem sont des objets typés, au sens où ils ont une structure informatique immuable, et que l'on peut en créer autant qu'on veut dans le programme. On peut créer autant de maillages qu'on veut, autant de modèles qu'on veut, autant de champs qu'on veut, etc. Il existe dans Castem les types d'objets usuellement rencontrés dans le langage informatique, entiers, flottants, mots, listes d'entiers, etc. Il existe des objets spécifiques à la méthode des élèves finis, le maillage, le champ par point, le champ par élément, la rigidité. Et il existe des objets propres à la formalisation des données dans un code de calcul. Par exemple, l'objet modèle qui renseigne sur la physique attribuée à un maillage, ou l'objet évolution qui permet de décrire l'évolution d'une grandeur en fonction d'une autre, comme une conductivité en fonction de la température. À partir d'objets élémentaires, l'utilisateur crée de nouveaux objets grâce aux opérateurs et construit ainsi sa modélisation. Ainsi s'achève cette démonstration. Pour terminer le programme, tapez fin.